RFM Midi. RFM Midi. RFM Midi. Midi à l'écoute de la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Une forte actualité sociale dans ce midi, la colère du SAES. Les enseignants du supérieur étaient en sit-in ce matin pour réclamer 1 milliard de francs CFA aux autorités étatiques et universitaires. Ils leur ont fixé un ultimatum de 48 heures pour s'exécuter. Les assises de l'éducation, 3 ans après leur tenue, le 28 août 2014, des lenteurs ont été notées dans le suivi. C'est ce que disent des acteurs de l'éducation. Aujourd'hui, ils sont gagnés par le scepticisme. Quant à l'État, il indique que les conclusions sont en train d'être appliquées. Les ex-travailleurs d'Ama Sénégal n'ont toujours pas baissé les bras. La grève de la faim qu'ils ont entamée depuis 2 mois se poursuit. Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS-FC, leur demande d'arrêter la diète, mais ils promettent de délibérer sur la question cet après-midi. Reportage Tabaski dans ce midi à suivre. Bonjour Sornana Tambaï. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale et c'est parti. Au Niger, des milliers de personnes sont menacées par les eaux de pluie. Les autorités ont demandé à ses habitants des zones à risque d'évacuer. Depuis le mois de juin, 16 personnes ont perdu la vie à cause des inondations. À qui profite le sommet sur la crise migratoire convoqué à Paris ce lundi? Certainement pas à l'Afrique. C'est en somme l'avis du sociologue et spécialiste des questions migratoires Jean-Martin Colly. Pour lui, l'Europe cache mal sa réelle intention, stopper toute immigration venant de l'Afrique. Le continent noir doit par conséquent élaborer et dérouler ses propres politiques. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Dans la page des sports, nous reviendrons sur la défaite des Lions en finale de l'Afro-Basket à Bamako. D'autres sports au menu. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les Lions du basket donc attendus à Dakar cet après-midi à 17h30 après le titre perdu à Bamako face au Nigeria. Il faut démarrer le renouvellement de l'effectif, suggère l'ancien président du CNBS Football, éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Début de la préparation pour les Lions qui s'entraînent cet après-midi à 17h sur les installations de l'Institut Djambar. La presse du jour avec Georges Diop. Point de vue reprend ses droits sur notre antenne et aujourd'hui on parlera du phénomène des inondations qui persiste malgré toutes les mesures annoncées par le gouvernement. Situation intenable dans bon nombre de localités du pays. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur est dans tous ses états. La preuve, le SAES a tenu ce matin un sit-in devant le siège du rectorat. Les enseignants du supérieur attendent de l'État et des autorités universitaires le paiement d'1 milliard de francs CFA en guise de prime de recherche d'heures supplémentaires. Entre autres, ils ont fixé un délai de 48 heures aux autorités pour rentrer dans leurs fonds. Compte rendu à Narocha. Heures complémentaires, perdium de voyage d'études, primes de recherche, c'est ce qui représente l'essentiel du milliard 400 000 francs que le SAES réclame au rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ibrahim Dali Diouf, coordonnateur du SAES au niveau du campus de Dakar, explique. Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à l'heure où on vous parle, le rectorat est dans l'impossibilité de nous dire exactement quand est-ce que ces montants vont être payés. Ce que nous dénonçons parce que c'est des sommes qui sont dues depuis très longtemps. Nous avons utilisé tous les voies et moyens possibles pour ne pas en arriver là, mais force est de constater que face à l'impossible également, nul n'est tenu. Des négociations ont bien été entamées avec les autorités universitaires, mais sans succès jusqu'ici. Les professeurs leur donnent un délai de 48 heures pour trouver solution à ce problème. Ils nous ont demandé un certain nombre de jours. Nous leur donnons d'ici mercredi pour apprécier la situation. Et d'ici mercredi, si on constate que rien n'est encore fait,
nous allons encore trouver d'autres voies et moyens pour mettre la pression afin que ces sommes dues soient payées. Ces enseignants du supérieur courent derrière leurs primes depuis 2 mois. Aujourd'hui, la coupe est pleine, d'autant qu'ils font partie des fonctionnaires qui n'ont toujours pas reçu leur salaire. Anna Rocha, nous avons cherché par tous les moyens à joindre les autorités universitaires et étatiques, mais sans succès. Toujours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le campus social a été officiellement fermé le 26 août dernier, donc il y a 2 jours, et malgré tout, des étudiants continuent d'y habiter parce qu'ils n'ont pas encore fini leurs examens. Malheureusement, les conditions de vie sont très difficiles pour eux. Un tour au campus social de l'UCAD, Maïmouna Mbakesey. Moi, je ne peux pas comprendre un campus social qui est en train de fermer ses portes alors que le campus pédagogique est fonctionnel. Hassan Ndong, un étudiant rencontré dans les couloirs du pavillon B, se désole de la fermeture du campus social. Cet autre étudiant, trouvé dans sa chambre au 1er étage, en train de discuter avec son ami, explique leurs conditions de vie. Moustapha Ndaou est en 2e année de master à la faculté des lettres. Les étudiants en ce moment sont en fin d'examen ou en fin de cours et qu'il n'y a rien ici dans le campus. On vit des conditions très difficiles. Pour se nourrir, on est obligé de se déplacer hors du campus. Des fois, il y a des pavillons même qui vont être privés d'électricité ou de l'eau. Et ça, vraiment, c'est pas normal. Et tu es obligé de te nourrir et ça coûte vraiment cher. Pour le petit déjeuner, tu dépenses au moins 400, 500 francs le repas, ainsi de suite. La journée, tu vas dépenser au maximum 2000. En plus de ces conditions, les chefs de pavillon font des rondes pour vérifier l'effectivité de leurs mesures. Moustapha a même vécu l'expérience. L'année dernière, j'étais là lorsque le campus fermait. Mais vous savez ce qu'ils faisaient? Ils venaient là, ils démontaient les portes. Ils coupaient l'électricité, l'eau, alors qu'on était en plein examen. Outre les examens, d'autres étudiants habitant les régions intérieures du Sénégal restent au campus pour d'autres raisons. Nous avons des choses à régler, surtout avec la Tabaski comme ça. Et puis il nous faut peut-être un peu de temps puisque nous n'avons pas des parents ici à Dakar où nous n'avons pas peut-être d'autres milieux à rallier. Les étudiants regagnent leur domicile pour respecter la mesure du coude. Cependant, ils demandent aux responsables du campus social de consulter celui du campus pédagogique pour harmoniser la date de fermeture du campus social avec la fin de l'année scolaire. Vous vous souvenez sans doute des assises de l'éducation qui avaient débuté le 28 août 2014, 3 ans après la tenue de ces rencontres, à l'issue desquelles plusieurs recommandations avaient été faites. Des acteurs de l'éducation ne cachent pas aujourd'hui leur scepticisme. C'est que selon eux, il y a des lenteurs dans le suivi. Du côté de l'État, on dit le contraire, puisqu'on soutient que les conclusions sont en cours d'application. Elhan Yogoudienne. C'est avec un pincement au cœur que l'ancien président du comité de pilotage des assises de l'éducation et de la formation constate une absence de suivi des conclusions. Le professeur Abdou Salam Sall note un manque de rupture. Il n'y a pas de comité de suivi. D'autre part, pour l'essentiel, la mise en œuvre des assises n'a pas créé une rupture comme on l'aurait souhaité. Les gens ont répété à l'identique ce qu'ils faisaient, même s'il y a eu plus d'ambition sur les axes tracés. J'avais pour preuve que 2 éléments, c'est-à-dire la promotion des valeurs. Nous tous, nous savions qu'il fallait former un Sénégalais nouveau, qu'il fallait l'armer, qu'il fallait lui donner des valeurs. Je ne sens pas une pulsion majeure pour la promotion de ces valeurs. Les syndicalistes embauchent la même trompette. Le secrétaire général du QSEMS dénonce un manque de volonté de la part de l'État, Abdoulaye Ndoye. S'il y a des perturbations, c'est qu'il y a des difficultés dans l'application. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est parce que les problèmes des enseignants ne sont pas pris en charge convenablement. En dehors de l'alignement de l'indemnité, qui est une question essentielle, des lenteurs administratives, de la formation diplômante, et il y a les retards de salaire récurrents, et tous les problèmes étaient pris en charge dans le cadre des assises de l'éducation et de la formation. Mais ces arguments sont battus en brèche par le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. En croire Mohamed Moustapha Diagne, un conseil présidentiel s'est tenu et les directives sont en train d'être mises en œuvre. Un paquet de maintenant, évidemment, cela demande énormément de ressources. Nous sommes en plein dans la réforme, mais il faut comprendre que c'est un processus, qu'on ne peut pas tout faire ici et maintenant, mais en ce qui concerne l'éducation nationale,
les réformes ont été donc bien entamées conformément aux décisions du chef de l'État. Malgré tout, le professeur Abdou Salam Sall garde toujours espoir. Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Peut-être qu'une autre génération comprendra ce que vous voulez faire. Une centaine de recommandations avaient été retenues à l'issue des assises de l'éducation tenues du 28 au 30 août 2014. Par la suite, 11 directives ont été dégagées par le Conseil présidentiel tenu en octobre 2015. L'objectif principal des assises était la refondation de l'école sénégalaise pour en faire une école de la réussite et des valeurs. Vous suivez le grand journal en direct du studio 2 de la RFM. Il est 12h09. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Le secrétaire général de la CNTS-FC appelle les ex-travailleurs d'AMA Sénégal et de la SIAS à suspendre leur grève de la faim. Cheikh Diop annonce des concertations avec les autorités pour un règlement définitif de leurs problèmes. Il était l'invité des RFM Matin. Depuis 2 mois, l'État les marginalise. Personne ne va discuter avec eux. On les laisse mourir dans cette grève de la faim. La CNTS-FC ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi on leur demande d'arrêter et de nous laisser porter le combat. Nous avons commencé à discuter depuis longtemps avec les autorités, avec la plus haute autorité qui était à l'époque sensible justement à ce dossier. Mais c'est par la suite que les choses ont été travesties et on ne sait plus qui représente quoi dans ce dossier. C'est la raison pour laquelle nous leur demandons de revenir à l'orthodoxie pour qu'on discute ces dossiers-là. J'ai rencontré les 2 parties, ils sont d'accord, mais je me demande pourquoi l'État ne veut pas aller dans ce sens, de les réunir et de clôturer définitivement ce dossier. À Guédiawaye, nous avons vu des ex-travailleurs d'AMA Sénégal très déterminés. Présentement, 17 d'entre eux observent la grève de la faim. C'est d'ailleurs à tour de rôle depuis 2 mois. Ces pères de famille désespérés interpellent le chef de l'État. Et à propos de la demande du secrétaire général de la CNTS-FC qui veut qu'ils arrêtent le mouvement, ils promettent une réponse cet après-midi. Migui Maramdiaye, reportage. Trouvé assis dans son lit, la mine fatiguée, Cheikh fait partie des ex-travailleurs de AMA Sénégal en grève de la faim. Une grève qui a duré 2 mois, mais il peine à obtenir gain de cause. C'est vraiment déplorable. Seulement, on voulait se faire entendre par l'État du Sénégal, qui a hérité un dossier de AMA Sénégal et de la SIAS. Pour le dossier de AMA Sénégal, ils ont donné 3 avances de 130 millions. Pour le dossier de la SIAS, il ne doit que les équipements de travail, évalués à 1,250 milliard. À ce rythme, ces ex-travailleurs de AMA Sénégal vont certainement battre le record. Mais selon leur leader, les grévistes ne vont pas reculer d'un iota. En général, avec ce gouvernement, si tu fais une grève de la faim, ils essayent de te marginaliser. Nous, on l'a tout compris. C'est pour cela, à chaque instant qu'on évacue des gens, on les remplace. Nous sommes presque 1000 personnes. On pouvait aller jusqu'à 6 mois de grève de la faim. Pour les garçons 9 et pour les femmes 7. Ils sont en train de dormir. Depuis le début de cette grève, les autorités ont brillé par leur absence. Ils interpellent le président de la République. Au chef de l'État, le président, son Excellence, M. Macky Sall, il n'a qu'à faire preuve de clémence et de régler le problème des ébouilleurs. 2 mois de grève de la faim avec une technique toute particulière. Ces ex-travailleurs de AMA Sénégal vont statuer sur leur sort cet après-midi, après l'appel du leader de la CNTS-FC, Migui Maramdiaye, Gounas, pour la radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. C'est une réelle insalubrité qui règne dans les points de vente de moutons où les crottins des bêtes et les eaux de pluie se mélangent, même si les vendeurs tentent au quotidien de mettre du sable pour rendre les lieux plus fréquentables. La mauvaise odeur persiste. Reportage signé Adama Anouchkaba. Après la pluie, c'est le sale temps. Difficile de se frayer un chemin pour accéder aux moutons. Eau de pluie, eau usée, stagne dans les rues. L'odeur qui s'y dégage, en plus des ordures et encore les déchets de moutons constituent un cocktail explosif. Et d'ailleurs, chaque vendeur de moutons est en train de laver les plus sales recouverts de boue. Cela fait partie désormais de leur quotidien. Moutons et insalubrité ne font pas bon ménage. Ali, seul à laver ses béliers. Quand la pluie se mêle aux ordures, on est obligé de laver nos moutons. Tout devient sale, mais on n'a pas vraiment d'autre choix. Pour Sidi, c'est encore plus compliqué. En plus de les laver, il est obligé de changer le sable presque chaque semaine.
Je change le sable très souvent parce que c'est tout le temps sale et je dépense 30 000 francs chaque semaine. Le troupeau de Mokhtar est plus près de la rue principale et donc des égouts. Autour de lui, des canalisations ouvertes, des tas d'ordures. Il est âgé et fait appel aux gamins du quartier pour qu'ils l'aident à laver ses moutons. L'insalubrité le fatigue. Je balaye tous les jours. Tout est sale. Je suis fatigué. L'insalubrité me fatigue. Moins d'une semaine avant la Tabaski, ces vendeurs vont encore allier entretien des moutons et entretien des lieux avec des pluies imprévisibles qui compliquent les choses. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Sornana Tambaye. Merci Antoine Diouf. Niger, des populations sont contraintes d'évacuer leurs maisons. C'est à cause des intempéries des derniers jours. Les autorités veulent éviter de nouveaux décès liés aux inondations. Depuis le mois de juin déjà, 16 personnes ont perdu la vie. Aram Falchoun. l'élément. À Niamey, les autorités ont appelé ce dimanche à l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants. L'annonce intervient après la mort d'un père et de son fils lors de la chute d'un mur. La municipalité a entrepris de reloger temporairement les sinistrés dans des écoles. Une mesure que beaucoup estiment tardive puisque l'ONU avait dès la mi-mai alerté sur les risques d'inondation. Les inondations sont un problème récurrent au Niger. Le bilan provisoire fait état de 41 morts et plus de 68 000 personnes affectées depuis le début du mois de juin. Un désastre venant s'ajouter à celui de 2016 où les inondations avaient causé 50 morts et 145 000 sinistrés. Aram Falchoun, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, toujours à la recherche d'une stratégie efficace contre les mutineries. Pas seulement les mutineries, Antoine, mais aussi les attaques contre les populations et les forces de défense et de sécurité. Alassane Ouattara a présidé un conseil national de sécurité. Parmi les décisions prises, un nouveau plan de sécurisation du pays proposé par les chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police. L'opération dénommée Ceinture consiste à surveiller scrupuleusement les localités où les attaques et mutineries se sont concentrées ces derniers mois. Il y aura des patrouilles en permanence. Allons au Gabon où la démission d'une ministre fait beaucoup parler une semaine seulement après sa nomination. La ministre déléguée auprès du ministre d'État chargé du budget et des comptes publics aurait été obligée de partir. Une pression venant du Premier ministre qui aurait découvert l'implication de la jeune femme dans une affaire de détournement de biens publics. La ministre déléguée était secrétaire particulière de l'ancien ministre du budget, actuellement en prison pour malversation financière. À ce poste, la désormais ex-ministre aurait bénéficié de faveurs qui lui ont valu une audition par les enquêteurs de la Direction générale des recherches. L'enquête n'a pas encore été bouclée, donc elle a été contrainte de démissionner. Et puis, le président français qui a convoqué un mini-sommet aujourd'hui, c'est sur la crise migratoire. Le Tchad, le Niger et la Libye, 3 pays africains considérés comme des points de transit, vont participer aux échanges. Il y aura bien évidemment des pays européens. La question est à qui profite ce sommet? Ces politiques définies par l'Europe, certainement pas à l'Afrique. Ceci démontre la ferme volonté du vieux continent de stopper le flux migratoire, selon Jean-Martin Colly. Il est docteur en sociologie et spécialiste des questions migratoires. La question de l'invitation de pays africains reste pour trouver une réponse à des préoccupations européennes. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans l'espace européen, et quand je dis l'espace européen, c'est l'ancien espace de Schengen, c'est que les Européens, de plus en plus, sont opposés à l'immigration. Ils ne veulent plus de processus migratoire. Mais ça, il faut le mettre en lien avec les scores que font les extrêmes droites dans les élections françaises, italiennes, espagnoles, allemande et autrichienne. Je pense que la meilleure réponse que nous pouvons avoir en tant que pays africains, c'est nous, pas de manière isolée, mais de manière concertée, dans la sous-région, de définir ensemble des politiques migratoires et de s'asseoir à la table avec des Européens et d'autres continents pour discuter en termes de continent contre continent. Mais si on parle dans la stratégie que je vois, à savoir le président français avec le président italien et quelques responsables de l'Union européenne, convoquent 2-3 chefs d'État africains pour discuter de ces questions-là, ça n'a pas de sens. Et je le rappelle en disant simplement qu'il est tout à fait normal que des individus dans ce monde puissent circuler sans pour autant qu'on les indexe, qu'on les traite d'immigrés. On peut jouer sur les mots. Quand un Africain va en France, on le traite d'immigré. Dites-moi, quand un Français vient en Afrique, comment l'appelle-t-on? Donc l'immigration, de mon point de vue, est un processus banal, simple et mondial, qui devrait être traité sans hystérie et sans pression
des extrêmes droites en Europe et ailleurs. Et espérons que ce ne sera pas qu'un rêve, à l'image d'un fameux discours, Antoine, tenu le 28 août 1963, I Have a Dream de Martin Luther King, le pasteur et militant américain qui s'est adressé à plus de 250 000 manifestants devant le Lincoln Memorial à Washington, un fameux discours en faveur de l'égalité des droits civiques et économiques entre noirs, blancs et toutes les races établies aux États-Unis. C'est bien cela. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur le phénomène des inondations qui persiste malgré toutes les mesures annoncées par le gouvernement. Situation difficile dans bon nombre de localités du pays. Nous allons en débattre dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Antoine. Le basket féminin en ouverture de cette page des sports. Les Lions du Sénégal sont attendus à Dakar cet après-midi après leur défaite en finale de l'Afro-Basket hier. C'était face au Nigeria. Effectivement Antoine, l'équipe nationale vice-championne d'Afrique devrait arriver de Bamako à 17h30 après le titre perdu face au Nigeria. L'effectif doit être renouvelé pour se projeter vers l'avenir. C'est l'avis de l'ancien président du CNBS, le comité de normalisation du basketball sénégalais, Céline Boup au micro de Malal Junior Diagne à Bamako. Le Sénégal a été présent, l'équipe des Lions, l'encadrement technique. Je pense que quand on va dans un tournoi comme celui-là, on y va parce qu'on a un objectif. Et l'objectif du Sénégal, c'était d'abord de se qualifier pour la Coupe. Vous savez, il y a deux équipes africaines, donc l'objectif c'était d'être en finale. Je pense qu'il a été largement atteint. Et la Coupe aurait été un bonus, mais je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons vu une équipe du Nigeria qui a surpris beaucoup plus d'un par son organisation défensive surtout, par sa rigueur tactique, mais aussi par ses capacités physiques qui ont fait que je pense que sur l'ensemble du match, ils ont été meilleurs que nous. J'encourage l'équipe du Sénégal, les Lions, qui vont se reconstruire. Je pense qu'on est au bout d'une fin de cycle. Mais nous avons, on le sait, le potentiel, nous avons aussi des instituts, des écoles de formation. Je pense que le Sénégal pourra très rapidement reconstruire une équipe complète. Céline Boub, le Nigeria et le Sénégal vont représenter l'Afrique au championnat du monde en Espagne en septembre 2018. Les Lions devraient y être sans leur sélectionneur. Moustapha Gaye a confirmé hier qu'il quitte le banc du Sénégal. Il a remporté 2 Afro-Basket en 2009 et 2015. Tafa Gaye donc qui a perdu 2 finales toutes au Mali en 2011 et cette année en 2017 face au Nigeria. Les Lions donc attendus à 17h30 à Dakar. Le football maintenant avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, début de la préparation pour les Lions du Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal qui a démarré son regroupement hier. Ils sont à Saly actuellement, les Lions, où la première séance est prévue dans l'après-midi à 17h sur les installations de l'Institut Djambar. Une séance ouverte au public. 12 Lions étaient dans la tanière depuis hier selon nos confrères de stade. Le reste du groupe attendu aujourd'hui pour le compte de la 3e journée de ces éliminatoires. Le Sénégal reçoit le Burkina Faso ce samedi 2 septembre à 20h au stade Léopold Sédar Senghor. Match retour à Ouaga 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 5 septembre. Le handball féminin, le Sénégal va participer à la Coupe d'Afrique des Nations cadettes en Côte d'Ivoire. C'est du 11 au 17 septembre à Abidjan. Les Lioncelles se préparent à Dakar avant de rallier Thiès jeudi pour la dernière phase de préparation. L'objectif est clair, c'est d'essayer d'être sur le podium au moins pour se qualifier pour la Coupe du Monde de handball. Le sélectionneur Doudou Roger Mbeng au micro de Miguel Maramdiaye. Nous avons débuté depuis le 16 et on fait une préparation continue jusqu'au moment de la compétition. Actuellement, on a entamé déjà la deuxième phase parce que la première phase, ça n'a duré que 5 jours. Bon, on a fait une diminution, maintenant on travaille avec 20 filles et à partir du 31, on doit rejoindre Thiès pour la fin de la préparation. Bon, à part le moment peut-être de la Tabaski, bon, ce sera quelque chose de continu. On se prépare, on ne va pas en guerre pour dire on va mourir. Bon, on ne va pas dans une compétition pour dire on va perdre. Bon, c'est vrai que nous rencontrons des équipes des grandes nations de handball, mais bon, nous nous préparons en conséquence. Le moment venu, on verra ce que ça donnera. Quel sera l'objectif?
L'objectif, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde des cadets. Parce qu'en fait, les 3 premières, celles qui seront sur le podium, vont se qualifier pour la Coupe du Monde des cadets. Donc notre objectif, première ou troisième, c'est la même chose. L'essentiel, c'est d'en faire partie. Doudou Roger Beng, le sélectionneur de l'équipe nationale cadette de handball du Sénégal. En plus du Sénégal, 6 autres pays prennent part au championnat d'Afrique prévu à Abidjan au mois de septembre. La Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, l'Angola et la République démocratique du Congo. Antoine. Youssouf Bodian, merci. RFM, la presse du jour. La presse du jour, passée en revue par Georges Détié-Diop. Retour au bercail. Hassan Diouf, l'insulteur public à Dakar, mercredi. C'est l'Observateur qui donne l'information. Hassan Diouf arrive donc le 30 août à 2h du matin. Selon l'Obs, la justice américaine a convenu depuis le 23 août dernier de son rapatriement à Dakar dans le même vol que 20 autres compatriotes au Sénégal. La liste complète des personnes concernées par la mesure dans l'Observateur, tout comme les motifs avancés pour le rapatriement de Hassan Diouf. L'Observateur qui souligne par ailleurs que les insultes constituaient une ruse pour éviter son expulsion. Des insultes à l'endroit de certaines personnalités, dont le président de la République. Macky Sall, justement, il était en visite à Touba pour présenter ses condoléances suite au décès de Serigne Abdou Fattah Gaïndé Fatma. L'occasion faisant le larron, il a été question des législatives du 30 juillet. C'est pourquoi d'ailleurs l'Observateur parle de confidence de Macky sur la défaite de Benno Bokk Yakaar à Touba. Selon mon confrère, le chef de l'État est revenu sur le choix de Cheikh Abdoulahat Gaïndé Fatma, alias Cheikh Abdou Bali, pour diriger la liste départementale de Mbacké. Macky Sall a confié que le marabout intellectuel n'a jamais été demandeur. Nous avons fait vivre à Cheikh Abdou Bali des moments difficiles, a ajouté Macky Sall, qui a fait savoir que son introduction à Touba est passée par Taïf. Mais à la une du journal Le Quotidien, qui fait état de confidence de Macky Sall à Taïf, le chef de l'État a déclaré que Darou Khoudoss a été sa porte d'entrée au mouridisme. Macky Sall était aussi à Taïf. Avant de se rendre dans la zone, le chef de l'État, avec son homologue malien, était à la levée du corps de Aliou Sow de la CSE. L'AS le souligne d'ailleurs et apprend que le pont de l'émergence va bientôt être baptisé Pont Aliou Ardo Sow. Une annonce du président de la République. Beaucoup de journaux en parlent ce matin. C'est le cas du journal Le Soleil qui rend compte de la levée du corps d'Aliou Sow et titre un ultime hommage au bâtisseur. Le bâtisseur a soufflé la chandelle mercredi. En 2 mois, l'espace CEDEAO a enregistré des centaines de morts. 900 entre juillet et août. Les chiffres font froid dans le dos et font la une de Vox Populi qui indique que le Parlement de la CEDEAO n'est pas resté insensible à la situation. Les causes de l'hécatombe, selon Vox Pop, les catastrophes naturelles, les accidents de la route et le terrorisme. Au Sénégal, ce sont les accidents de la route qui sont pointés. Le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a fait une communication sur le sujet lors de l'ouverture à Lomé de la 5e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. La Tabaski 2017, la fête du sacrifice, elle perturbe le sommeil. Les pères de famille n'ont d'yeux et d'oreilles que pour le mouton. Large dossier sur le mouton dans l'Observateur. Opération coup de poing pour le mouton. Les prix, l'état du marché sur l'ensemble du territoire, à lire aux pages 4 et 5 du journal. À la une de Enquête, la fièvre kleptomane. Le journal propose un dossier sur les femmes qui se mettent au vol à l'approche de la Tabaski. Selon mon confrère, les femmes sont en ce moment les principales actrices de nombreux cas de vol dans les boutiques et marchés. Un délit habituellement masculin. Le journal renseigne à ce propos que le marché HLM est le terrain de chasse des voleuses à la sauvette et autres professionnels. L'éclairage d'un sociologue, Mamoudouane explique dans Enquête qu'il n'y a pas qu'une féminisation du vol, il y a une féminisation de tout et même de l'imama. En sport, lutte avec frappe d'abord. Dans Sunulam, Bombardier avertit le promoteur de son combat contre Eumeu Sène. Le B52 de Mbour est formel, passé le 25 décembre. Je tourne la page. Basketball avec l'Afro-Basket au Mali. Le Sénégal a perdu la finale. Le Nigeria, champion d'Afrique. Selon les Échos, les Lions tombent les armes à la main. Leur entraîneur, Moustapha Gueye, annonce sa retraite sur demande de sa mère. L'Observateur évoque une finale encore perdue au Mali. L'Obs qui, à travers son titre, fait un clin d'œil à Amadou et Myriam. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de défaite. Pour les Lions, oui, mais pour les D-Tigers, jour de mariage. Mariage avec Dame Coupe. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est sur le phénomène des inondations qui persistent malgré toutes les mesures annoncées par le gouvernement.
Situation difficile dans beaucoup de localités du pays. Nous allons en parler tout de suite. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons deux intervenants, le ministre Pape Gorgui-Ndong. Bonjour le ministre, monsieur le ministre. Bonjour Antoine. Vous êtes ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues. Il y a également monsieur Mamadi Thiam, c'est le maire de Cayenne dans la région de Tambacounda. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Alors, la parole d'abord à Pape Gorgui-Ndong. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe pour que de nombreuses localités du Sénégal soient inondées aujourd'hui? C'est le cas à Kolda, Ziguinchor, Thiaroye-Gare, Cité Castor, Sotrek à Kermassar et Cayenne. Merci beaucoup Antoine. Permettez-moi de saluer tous les auditeurs de la RFM, mais aussi vous rappeler seulement ce qui est à l'origine du phénomène de ces inondations notées récemment sur le territoire national. Oui. Nous avons reçu des crues exceptionnelles, des fortes pluies sont abattues sur le territoire national ces derniers temps. Et le Sénégal n'était pas habitué aussi à ces très fortes pluies. Je peux vous donner aussi aujourd'hui l'exemple de Linguère qui a reçu en une journée 236 mm de pluie, ce qui représente un tout petit peu presque la moitié des cumuls pluviométriques. Oui. Pluviométriques, oui. De toute l'année. Oui. Ce qui ne reste pas sans conséquence au moment de ces pluies-là. Mais en réalité, on peut noter quand même beaucoup d'avancées, une stabilisation du phénomène des inondations depuis un certain temps, et nous allons vers la réduction drastique de ce phénomène sur tout le territoire national. Oui, chose inhabituelle pour le cas de Linguère, vous le soulignez, mais pour le cas de Ziguinchor, zone très pluvieuse, et la qualité des ouvrages dans tout cela, dans les différentes localités. Antoine, vous m'appelez comme ça depuis le sud du pays où, depuis 4 jours, je suis dans la région du sud, principalement à Ziguinchor. Je reviens comme ça d'une tournée pour l'évaluation des mesures et recommandations qui ont été déjà prises lors de la première visite, et de voir de visu superviser moi-même l'exécution des travaux, des mesures transitoires qui ont été déjà adoptées avec le comité de suivi cadre de vie et environnement dirigé par le gouverneur de la région de Ziguinchor, et nous avons vu que beaucoup de mesures sont en train d'être mises en œuvre. En réalité, ce qui s'est passé, Antoine, il faut le rappeler, que le Sénégal n'a pas commencé depuis 2012. Qu'en réalité, l'ensemble des systèmes qui se sont succédés dans notre pays n'avaient pas voulu prendre à bras le corps le phénomène des inondations. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est en 2012, dès septembre 2012, que le président de la République a validé le programme décennal de gestion des inondations pour un montant de 867 milliards pour 3 phases. 67 milliards pour 3 phases, dont la phase d'urgence en 2012, où 66 milliards ont été déjà investis en ouvrage de drainage des eaux pluviales, mais aussi l'assainissement en eau usée. Ce programme est en train d'être mis en œuvre partout sur le territoire national, principalement dans la grande banlieue de Dakar, où on peut noter quand même une réduction du phénomène des inondations partout au niveau de la banlieue de Dakar. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure, monsieur le ministre. Vous gardez la ligne. Alors, monsieur le maire Mamadi Thiam, votre localité aujourd'hui est touchée. Comment se présente actuellement la situation avant d'entrer dans le vif du sujet? Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, saluer les auditeurs et saluer monsieur le ministre. Monsieur le ministre qui est chargé de gérer ces catastrophes au niveau du pays. Comme vous l'avez dit, à Cayenne, suite à ces fortes pluies, il y a eu des inondations. C'est habituel chez vous? C'est habituel ou bien c'est arrivé exceptionnellement cette année? C'est habituel pour ceux qui habitent sur les bas-fonds. Mais pour la grande majorité, ce n'est pas habituel. Mais pour cette année, il y a eu d'énormes pluies qui sont tombées, surtout le 26 passé. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de cases qui se sont effondrées. Et vous savez que nous, dans cette zone rurale, il y a des habitats
en banco, ce qui fait que quand il y a une forte pluie, ça amène des éboulements et beaucoup de catastrophes par rapport à ces habitations. Et comment la situation est gérée en ce moment? Oui, la situation est gérée actuellement par les autorités administratives, en commençant par M. le gouverneur, le préfet du département de Koumpentoum et le sous-préfet de l'arrondissement de Bamba-Tchalen, et moi-même qui suis le maire de la commune. Nous sommes actuellement en route pour aller visiter en tout cas les sinistrés et recueillir les difficultés, ensuite prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir les appuyer. Combien de familles sont aujourd'hui sinistrées? Actuellement, nous comptons 18 villages où presque tout est parti. Il y a donc beaucoup de populations en tout cas qui ont perdu beaucoup de biens. Comme quoi, des vivres? Des vivres, vous savez, nous sommes presque en période de soudure, à l'approche de la fête de la Tabaski, ce qui retenait un peu en tout cas concernant le riz ou bien le mil, presque tout est parti, ce qui fait qu'il y a des difficultés par rapport à la préparation de la fête. Il y a aussi des animaux qui ont été emportés par les eaux de pluie. Il y a aussi vraiment des bâtiments qui sont tombés. Et il y a même deux villages où il y a eu des personnes qui sont blessées suite à ces éboulements. Mais il y a plus de peur que de mal, quoi. Que de mal. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de terminer avec le ministre Pape Gorgui Ndong. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui va être fait dans l'urgence pour ces populations des différentes localités où on vit le calvaire? Permettez-moi de saluer le maire de Cayenne qui a fait preuve de beaucoup de responsabilité dans la gestion de cette catastrophe au niveau de la commune de Cayenne, mais saluer aussi son esprit. Effectivement, le gouverneur, avec l'ensemble des autorités administratives et tous les acteurs qui sont autour du gouverneur, sont en route pour aller effectivement à Cayenne, d'abord faire le recensement de l'ensemble des sinistrés. Nous avons dénombré évidemment les sinistrés, mais par rapport au dispositif qui tout de suite va être mis en place, la solidarité nationale va être mise à contribution pour aller aider les populations, d'abord sur le plan, aller aider les populations en vie, mais surtout la solidarité sur la construction de ces habitations qui ont été abîmées par la pluie. En tout cas, tout ce qui est dans la possibilité de l'État va l'engager pour aller soutenir ces populations qui sont sinistrées aujourd'hui. Et pour le cas de Kolda aussi qui est dans une situation de sinistre. Kolda est dans la même situation au niveau de Medina Yoro Fula où c'était principalement des routes, des voies d'accès qui ont été complètement coupées, mais aussi là-bas la contribution de l'État est mise en œuvre pour le reprofilage des pistes pour permettre aux populations d'accéder au chef-lieu de département qui est Kolda. Mais la situation sur le plan national, Antoine, est sous maîtrise, qu'il y a le déploiement partout sur le territoire de l'ensemble des acteurs, que ce soit la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il y a un dispositif important et qui permet aux populations d'évacuer les eaux. À Palmarin, nous avons vu un tout petit peu la même chose, où la Brigade nationale avec l'AGEROUTE a mis tous les moyens nécessaires, tout le dispositif nécessaire pour venir au secours les populations qui étaient frappées par ce phénomène des inondations. Mais cette fois-ci, Antoine, nous avons un tout petit peu changé de paradigme dans la gestion de ces fléaux. C'est d'abord aller communier avec les populations en interaction, vivre avec les populations parfois tout juste après la pluie qui vivent ces inondations, mais prendre avec les populations les mesures transitoires en attendant la mise en œuvre d'ici 2022 du plan décennal de gestion des inondations pour se débarrasser de tout ça. Et pour cela, d'ailleurs, il y a une réunion interministérielle convoquée par le Premier ministre demain pour évaluer le dispositif mis en place sur le territoire national et voir comment, avec ces fortes pluies qu'on est en train d'enregistrer ces derniers temps, augmenter le dispositif, mais permettre aux populations de ne pas vivre les effets négatifs de ces
inondations. Merci, Pape Gourguindong. Je rappelle que vous êtes le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues. On termine avec Mamadi Thiam. Alors, de façon structurelle, qu'attendez-vous de l'État dans votre localité pour faire face à ces situations comme celle que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup. On remercie vraiment M. le ministre de tout ce qu'il a fait, vraiment montre de cette responsabilité, cette façon de gérer de façon ponctuelle les problèmes. Pour le cas de Cayenne, nous pensons que l'État, comme ils ont pris les dispositions nécessaires pour venir voir de visu ce qui s'est passé, il y aura des possibilités de pouvoir quand même nous aider à changer l'habitat. Parce que notre habitat est un habitat qui est presque caduc, archaïque. Ce qui fait qu'on aurait préféré qu'il y ait des programmes pour pouvoir, pourquoi pas, faire des HLM dans le milieu rural, pour permettre à ces populations quand même d'avoir des logements sûrs pour pouvoir aspirer à un développement. Oui. Et je pense que dans un premier temps, comme ils ont eu à dire qu'il y aura un conseil, je pense, interministériel, pour prendre en charge en tout cas ces problèmes, ces questions, je pense que le problème de Cayenne sera au centre et au cœur, en tout cas, des débats. Ça nous permettra de sortir Cayenne, en tout cas, de la difficulté que nous sommes en train de vivre. Très bien. Donc, nous attendons énormément de choses. Nous attendons aussi un appui ponctuel de l'État et d'autres programmes qui peuvent nous venir en aide pour, de façon ponctuelle, régler le problème avant que la fête de la Tabaski ne soit, en tout cas, à notre niveau. Merci Mamadi Thiam, c'est le maire de Cayenne, localité dans la région de Tambacounda, touchée par les fortes pluies de ces dernières heures. C'est fini pour Au Point de Vue aujourd'hui. La météo avant de vous quitter, l'instabilité orageuse notée ces derniers jours sur le pays se maintiendra durant la journée d'aujourd'hui. Des orages et pluies d'intensité variable se manifesteront ainsi sur une bonne partie du territoire, notamment sur la façade ouest au cours de cet après-midi et la nuit. Un temps chaud sera sensiblement admise sur le pays où les températures journalières vont atteindre des pics de 29 à 31 degrés sur le littoral et 32 à 36 degrés sur le nord, le centre et le sud-est. Fin de cette édition, voici le rappel des titres. Antoine Diouf. La colère du SAES. Les enseignants du supérieur étaient en sit-in ce matin pour réclamer plus d'1 milliard de francs CFA aux autorités étatiques et universitaires. Ils leur ont fixé un ultimatum de 48 heures pour s'exécuter. Les assises de l'éducation, 3 ans après leur tenue, le 28 août 2014, des lenteurs ont été notées dans le suivi. C'est ce que disent des acteurs de l'éducation. Aujourd'hui, ils sont gagnés par le scepticisme. Quant à l'État, il indique que les conclusions sont en train d'être appliquées. Et puis les ex-travailleurs d'Ama Sénégal n'ont toujours pas baissé les bras. La grève de la faim qu'ils ont entamée depuis 2 mois se poursuit. Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS-FC, leur demande d'arrêter la diète, mais ils promettent de délibérer sur la question cet après-midi. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf et El Hadj Ndiogou Diène. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, c'est Dialgati Khibar en rediffusion. Excellent après-midi à toutes et à tous. Camarade, bés bu ngeen ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem.